début à tout, ça commence comme ça. Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, avec un début à tout, je pars à la rencontre de celles et ceux qui portent les sujets du quotidien en Dordogne. Chacune et chacun d'entre eux sont salariés, bénévoles, sans emploi, cadres, élus, tout simplement citoyens, et j'ai voulu contribuer à ce que leurs paroles soient suffisamment entendues, ou plutôt écoutées. À l'échelle du département d'abord, et puis pourquoi pas plus loin. Partir du territoire, expérimenter, intégrer, puis reproduire ailleurs, en retrouvant l'attrait pour le partage des choses simples. Allez savoir ce qu'on est capable de faire. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Comme d'une révolution, ou comme d'une menace. Et souvent, comme de quelque chose qui arrivera demain. Mais l'intelligence artificielle est déjà là. Elle peut aider à écrire, à communiquer, à gagner du temps, ou réaliser des choses qu'une petite entreprise n'aurait jamais eu les moyens de développer. Alors la vraie question n'est peut-être pas de savoir s'il faut l'utiliser, mais plutôt comment l'utiliser. Que peut-on lui confier ? Que doit-on continuer à faire nous-mêmes ? Comment gagner en efficacité sans perdre ni notre identité, ni nos données, ni notre esprit critique. Et surtout, qu'est-ce que tout cela peut changer ici en Dordogne ? Pour en parler, je suis allé rencontrer Guillaume Graal, directeur de Digital Valley à Périgueux. Et ça tombe bien car il parle du sujet bien mieux que moi. Alors un début à tout, épisode 16, ça commence maintenant. Bonjour Guillaume Graal. Bonjour. Alors Guillaume, tu es le directeur de la Digital Valley. C'est ça. Alors ça sonne très américain, mais nous sommes bien à Périgueux. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la Digital Valley ? Ah oui, bien sûr. Donc, la Digital Valley, c'est une association qui est basée à Périgueux, dans le quartier d'affaires, qui part d'une initiative du Grand Périgueux qui voulait accompagner les entreprises locales pour se digitaliser. Pour différentes raisons, finalement, ça a été monté il y a presque 3 ans maintenant sous forme associative, externe, avec le soutien du Grand Périgueux toujours, mais aussi du coup de la région et de la Banque des Territoires. Et depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, je suis été recruté comme directeur. La mission de la Digital Valley, c'est donc, comme je disais, accompagner les entreprises vers plus d'outils digitaux, mieux les intégrer dans leur process, avoir les bons outils pour gérer leurs commandes, leur stock, leur production, leurs clients et tout ça. Et aussi, parce qu'on est en 2026 et que c'est un des grands sujets d'actualité, comment intégrer l'intelligence artificielle dans les process. Alors l'intelligence artificielle, c'est sur ce sujet-là qu'on va passer le plus de temps ensemble aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que ça apporte aux entreprises ? Digitaliser son entreprise, qu'est-ce que ça veut dire ? Digitaliser son entreprise, c'est mettre en place des outils qui vont être robustes et qui vont permettre de faire des actions de manière plus efficace en prenant moins de temps et de manière moins répétitive. Je prends un exemple, saisir une commande sur papier, ça va être très long, il va falloir mettre toutes les informations et tout ça. Aujourd'hui, tu crées une commande sur un outil standard. En 3 clics, c'est fait, tu sélectionnes ton client, ton article, tu valides le tarif. 3 clics, ta commande est faite. Donc tu gagnes du temps et tu as un process qui est beaucoup plus fiable. Et l'IA permet d'aller encore plus loin sur ce genre sur des process que les outils classiques ne maîtrisent peut-être pas aussi bien. Alors là, maintenant, tu as eu une expertise en la matière, tu as rencontré des entreprises puisque tu arrives à ce constat-là que tu énonces. Est-ce que tu considères qu'il y avait vraiment besoin de ça en Dordogne ? Est-ce qu'il était temps ? Alors ça dépend des secteurs. Moi, je vois, nous on accompagne tout type d'entreprises, que ce soit des petites TPE, des grosses PME, des entreprises du bâtiment, des géomètres, des commerçants, des artisans, des PME industrielles, vraiment tout type de clients. Et en fait, plus une entreprise va être petite, plus il y avait besoin. Il y a surtout toute une certaine génération, on va dire, qui a dépassé peut-être la 50aine aujourd'hui, qui gère son entreprise comme elle le faisait quand ils ont créé leur entreprise, avec beaucoup de fichiers Excel, de cahiers papier, beaucoup de process manuels. Et justement, c'est eux qu'on veut aider. C'est à eux qu'on veut dire, regardez, demain vous mettez cet outil, ça va vous faire gagner 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine, parce que là, tout ça, vous n'aurez plus besoin de le faire vous-même, c'est l'outil qui va le gérer. Alors aujourd'hui, là, on est le 26 juin 2026. Ouais. Objectivement, sur une échelle de 1 à 10, les TPE, PME, elles en sont où de leur transformation numérique ? C'est très varié. Moi, je vois, on a des TPE, alors c'est peut-être cliché, mais par exemple des TPE du bâtiment, où l'artisan, il est toute la journée sur le chantier, le soir, il fait ses devis à la main sur son outil classique. Et on a à l'inverse des entreprises
pas forcément dans des secteurs de pointe, hein, ça peut être dans des secteurs, dans du commerce ou autre, qui par contre sont complètement digitalisés. Et quand moi je les rencontre, je leur dis, honnêtement, vous êtes top. Voilà. Si demain vous avez des problèmes ou souhaitez aller plus loin, on peut toujours aller plus loin, mais il n'y a pas grand-chose que je peux vous apporter. Alors imaginons que je sois moi dirigeant d'une TPE, d'une PME, qu'importe. Tu as parlé de l'édition des bons de commande par exemple, mais est-ce que tu pourrais me donner un autre exemple pour m'expliquer à quoi aujourd'hui peut me servir l'intelligence artificielle dans le cadre de la gestion de mon entreprise? En fait, l'intelligence artificielle va permettre de faire des tâches qu'un patron d'entreprise soit ne faisait pas avant, soit parce qu'il n'avait pas le temps de les faire, soit parce qu'il n'avait pas les compétences techniques pour le faire. On le voit beaucoup, on pense tout de suite communication, réseaux sociaux, produire du contenu, produire des images. Voilà, avant, un patron d'entreprise, soit il n'était pas sur les réseaux sociaux, soit son site internet n'était pas à jour parce qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper, ou parce qu'il n'avait pas les sous pour payer une agence de com. Aujourd'hui, grâce à des outils d'IA notamment, il peut très facilement produire du contenu et être visible. Je ne dis pas qu'il faut le faire systématiquement, parce qu'évidemment, ce qu'il va produire, ça ne sera pas la même qualité, il n'y aura pas la même réflexion que peut le faire, par exemple, un professionnel vraiment de ce métier-là, mais c'est mieux que rien, et ça a le mérite d'exister. Et est-ce que, justement, dans ce cadre-là de la production de contenu, que ce soit du texte ou de l'image, est-ce que ces petites structures-là, elles vont pouvoir à la fois gagner du temps et conserver leur identité? C'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber, effectivement. C'est se dire, on m'a dit d'être présent sur les réseaux sociaux, vas-y, je crée quelque chose, c'est du standard, c'est du bateau, c'est pas très intéressant. C'est là où nous, on peut justement les aider, leur dire, ok, vous posez une question à ChatGPT, il va falloir une réponse très standard. Mais si par contre, vous lui posez une question plus précise en lui donnant votre contexte, vos problématiques, le message que vous voulez faire passer, vous lui donnez des exemples de votre style de communication, la réponse en sortie va forcément être beaucoup plus personnalisée et va vous ressembler à vous. Et dans ce cas-là, il y a une vraie valeur. Et je crois que c'est un accompagnement qui est important parce que pour prendre cet exemple-là que tu évoques de ChatGPT, on voit particulièrement en ce moment, alors je ne sais pas si c'est moi qui tombe dessus en permanence ou si c'est vraiment partout, mais tout le monde fait la même affiche aujourd'hui. C'est ça. Tout le monde a la même affiche. Alors, moi j'essaye de m'intéresser au sujet de la communication et je me dis, mais au bout d'un moment, si tout le monde a la même affiche, plus personne ne la voit en réalité. Oui, mais est-ce qu'il vaut mieux la même affiche que tout le monde ou pas d'affiche pour toi, quand tu fais un événement pour ton association ou ta structure? On en est là, effectivement. Voilà. Et c'est là où je dis, effectivement, parce que tout le monde a la même affiche, parce que tout le monde va dans ChatGPT et lui dit, crée-moi une affiche pour annoncer le repas du club, la fête de fin d'année, le ceci, le cela. Et du coup, ChatGPT va sur un modèle qui est standard, qui pour lui paraît bien, et qui du coup, il ressort à tout le monde. Mais si par contre tu lui dis, voilà, crée-moi une affiche, je veux mettre ça en avant, je veux tel type de couleur, je veux telle disposition sur les images, là, forcément, tu as un résultat différent des autres. Donc tu penses que les entreprises qui prendraient pas ce virage, elles risquent de devenir invisibles? Non, faut pas dire ça, je veux pas tomber justement dans ce côté extrême, si vous ne prenez pas l'IA, vous allez mourir ou des choses comme ça. Non, c'est juste, les entreprises aujourd'hui, une entreprise qui fonctionne là aujourd'hui, elle va dire moi je ne suis pas sur les réseaux sociaux et j'en ai pas besoin et ça marche bien. J'ai des clients que j'accompagne, ils me disent ils n'ont pas de réseaux sociaux parce que c'est pas leur canal de communication, c'est pas par là qu'ils veulent développer leur business et ça marche. Par contre, une entreprise qui vient me voir et qui dit ouais j'ai des problèmes, je n'arrive pas à trouver des clients, on n'est pas visible, quand on fait des recherches Google ou quoi on n'apparaît pas, là effectivement l'IA peut être une solution à envisager pour se développer. En fait, il y a un petit peu deux approches quand je t'écoute, c'est-à-dire que tu as aussi bien l'entreprise, en gros, qui n'y connaît rien et qui va partir de zéro et qui peut-être va faire ses demandes très basiques à ChatGPT. Et puis tu as les autres, celles que tu viens de citer, qui ont déjà un peu cette appétence numérique et qui vont, elles, essayer d'aller plus loin. Tu as vraiment ces deux publics différents. Voilà. Et là, on le ressent tout de suite, des entreprises où le patron est un peu, comme on pourrait dire, geek. Il va avoir cette petite appétence technique où il va se dire tiens, et si j'essaye de faire comme ceci, qu'est-ce que j'obtiens, etc. Il va creuser un petit peu. Je te donne un exemple, parce qu'on a parlé de communication en parlant d'IA, parce que c'est le cas le plus général, mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles ça peut être utilisé. Hier, j'étais dans une entreprise, petite PME industrielle, là, autour de Périgueux. Il me disait, son patron, j'avais un problème pour accéder facilement à mes stocks. On avait un fichier Excel, c'était pas pratique, il fallait qu'on fasse la double saisie, c'était jamais à jour, etc.
J'ai bossé avec Claude, donc un autre outil d'IA, et je lui ai dit, voilà, je veux un petit fichier qui me permette, une petite application qui me permette de facilement faire rentrer une palette en stock, la déplacer dans mon entrepôt, signaler quand elle est vide et ce genre de choses. J'ai bossé une après-midi avec, je lui ai dit tous mes besoins, et à la fin, j'ai eu cet outil-là. Pendant un mois, on a testé, on a fait des ajustements, etc. Et maintenant, j'ai un outil qui lui a coûté un abonnement pour un outil comme Claude, donc 20 € par mois, et qu'il utilise maintenant au quotidien et que tous ses collaborateurs utilisent. Donc c'est aussi ça l'IA. Quand je parlais de compétences qu'il n'a pas, lui, il n'est pas développeur. Il n'aurait pas été capable de faire ça tout seul. Il n'a peut-être pas le budget pour aller voir un vrai développeur qui aurait pu sortir un outil aussi bien, mais il a une solution, moins pour le moment. Alors après, si évidemment ça doit être industrialisé, que c'est quelque chose qui a vocation à être utilisé très fréquemment, etc., ça peut être intéressant quand même d'avoir un professionnel qui va repasser dessus en disant attention, là il y a des failles de sécurité, attention, là les données elles sont pas bien stockées, ce genre de choses. Mais Côté coût, le coût pour une entreprise, là tu évoques un forfait de 20 € par mois pour un assistant IA, c'est la moyenne ça? c'est le standard du marché, il faut compter. On est entre 20 et 30 € par mois pour les outils classiques, ChatGPT, Claude, Mistral et Gemini, ou pour les outils un peu plus spécialisés. Après, là où il faut faire attention, c'est que c'est 20 €, 20-30 € par utilisateur et par mois. Ce qui fait que si tu veux le donner à 10 collaborateurs, etc., tu arrives à du 300 € par mois, donc presque 4 000 € par an. Donc là, tout de suite, c'est un budget sur lequel il faut réfléchir. Et d'ailleurs, c'est souvent le frein qu'on voit avec les entreprises comme ça, c'est qu'elles se disent « c'est bien, on va le donner à tout le monde ». Ah ouais, mais en fait, ça coûte quand même un peu cher. Donc il y a quand même des solutions, il y a des possibilités de partager les comptes. Tout le monde n'utilise pas l'outil en question 100% du temps. Donc on peut très bien dire, il y a un compte pour cette équipe, un compte pour l'autre, un autre compte pour une autre équipe, et ça suffit. Le fait que l'outil soit dans les mains de toute l'équipe, c'est pas problématique pour on pourrait parler de la ligne éditoriale de l'entreprise. Alors, est-ce que ça risque pas de se disperser de trop? Non, parce que c'est là où c'est important en fait d'accompagner les utilisateurs quand même vers l'outil. C'est pas demain si une entreprise met en place un ERP, un outil de gestion pour son entreprise, il va former ses collaborateurs. Pourquoi on considère que c'est pas nécessaire pour un outil comme ChatGPT? Et d'ailleurs, déjà, c'est une obligation légale. On va rappeler quand même qu'il y a une loi européenne qui s'appelle le AI Act qui oblige les entreprises à former leurs collaborateurs s'ils mettent en place des outils d'IA. Et ensuite, si on veut effectivement que tout le monde l'utilise de manière efficace et de manière cohérente au sein de l'entreprise, forcément il faut les former. Parce que sinon ils vont chacun faire de leur manière et ça ne sera pas ce qu'il y a de mieux, c'est sûr. On a beaucoup parlé, alors pas forcément par rapport à l'IA, mais par exemple par rapport au déploiement de la fibre, on parle de la fracture numérique. Est-ce que des nouveaux outils comme cela, avec lesquels il n'y aurait peut-être pas suffisamment de formation, est-ce que ça risque pas d'accentuer ce phénomène de fracture? Alors, oui et non, parce que là on n'est pas sur les problématiques d'infrastructure, parce que un outil d'IA, n'importe qui avec un smartphone peut utiliser ChatGPT dessus. Il y a des versions gratuites qui sont très limitées, qui vont être de plus en plus limitées, parce que forcément ces entreprises veulent pousser vers des modèles payants. Donc il peut y avoir une distinction entre ceux qui vont ne pouvoir utiliser que la version gratuite et ceux qui vont pouvoir se permettre d'avoir une version payante. Donc il peut y avoir une fracture à ce niveau-là. Après, d'un point de vue générationnel, c'est un peu la beauté, j'ai envie de dire, de ce genre d'outil, c'est que n'importe qui est capable de parler à son téléphone est capable d'utiliser l'IA. Mon père qui a 75 ans passés, il utilise le ChatGPT régulièrement parce qu'il n'a pas besoin d'écrire ou quoi. J'ai installé sur son téléphone, il lui parle, il lui pose des questions. Je lui ai expliqué quand même qu'il y a des choses à pas dire sur l'IA. On ne va pas mettre des informations trop personnelles, sensibles ou des choses comme ça. Mais quand il a une question un peu générique ou autre, il peut demander à ChatGPT, avoir une réponse beaucoup plus rapidement que s'il doit faire une recherche pendant une demi-heure sur Google par exemple. Donc là, tu nous parles d'un point hyper intéressant, celui de la sécurité. Parce qu'effectivement, avoir ces outils, comme tu dis, en libre accès, simplement sur son téléphone, ça pose quand même un problème de sécurité derrière. T'as des conseils en la matière, tu conseilles les entreprises en la matière sur qu'est-ce qu'on ne met pas, par exemple? Alors déjà, on a tendance à dire sur Internet, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Alors sur l'IA, c'est encore plus vrai. Ces outils d'IA, il faut bien comprendre qu'ils ont besoin d'une chose aujourd'hui pour continuer à évoluer, c'est de données fraîches. Ils ont déjà à peu près toutes les données qui existent sur Internet.
Ça a déjà été intégré. Ils ont du coup besoin pour évoluer de nouvelles données. Et le deal, en fait, quand vous prenez un outil gratuit, c'est que tout ce que vous allez lui dire, ça va alimenter ce système-là. Ça va lui permettre de s'améliorer, etc. Donc, tout ce que vous lui dites peut potentiellement être analysé, réutilisé de manière plus tard par l'outil. Donc déjà, en passant sur une version payante, vous protégez ça, vous protégez un peu. Et si en plus vous passez sur une version payante business, qui pas forcément beaucoup plus cher d'ailleurs, là en plus vous avez des systèmes de sécurité, vraiment d'isolement de vos données, et vous avez des garanties par rapport à ces outils, que vos données ne vont pas être diffusées ailleurs. Comme aujourd'hui, quand vous utilisez par exemple Outlook ou Gmail de manière professionnelle, les mails, ce qu'il y a dans vos mails, c'est pas lu par Google ou par Microsoft. Là, des outils d'IA vous proposent la même chose, mais à condition d'avoir un outil avec un abonnement pro business. Voilà. En répondant à cette question sur la sécurité, tu apportes un autre élément qu'on peut se poser justement. Comment apprend l'IA? Parce qu'elle nous répond, elle nous donne des réponses parfois, très souvent, très très pertinentes par rapport à une demande, quelque chose qui est vraiment calqué au modèle qu'on a envie de développer. Mais comment elle s'est alimentée, comment elle a appris tout ça? Alors, il y a deux types de mémoire pour l'IA. Il y a la mémoire d'entraînement, qui représente une centaine de téraoctets, c'est-à-dire on pourrait simplifier en disant à peu près tout ce qui existe aujourd'hui sur Internet, que l'IA a lu, analysé et qui lui a permis de créer un peu tout ce corpus qui donne la base de sa connaissance. Et du coup, quand tu lui poses une question sur quelque chose qui existait sur Internet il y a un an, elle est capable de te répondre. La deuxième partie de la mémoire, c'est cette mémoire plus, on va dire, pas plus court terme, qu'elle fait évoluer en fonction de tes interactions avec l'outil. Toi, quand la première fois tu vas l'utiliser, tu vas lui expliquer ton contexte, tu vas lui expliquer dans quel domaine tu travailles, quelles sont les choses qui t'intéressent, ce genre de choses. Et au fur et à mesure des échanges, elle va continuer à apprendre de ça. Ce qui fait que quand elle va te répondre, elle va te répondre en utilisant déjà les conversations que tu as eues par le passé avec. Par exemple, si elle sait que s'il a fait des réponses trop longues, tu vas dire non, je veux une réponse plus courte. Au bout d'un moment, elle va arrêter de te faire des réponses longues, elle va te faire des réponses courtes. Elle va comprendre que tu es en Dordogne, elle va pas faire une réponse qui s'appliquerait à quelqu'un qui habite, mettons, dans le Nord. Donc c'est tout ça aussi où l'IA va continuer à apprendre. On sent le changement, hein, c'est vraiment le mot qui peut résumer tout ça. Est-ce que, parce que c'est une crainte aussi qu'il y a quand on parle de l'intelligence artificielle, sur des métiers ou des compétences en danger, est-ce que à l'échelle de la Dordogne, puisque c'est le territoire qui nous intéresse, est-ce qu'il y aurait, selon toi, des métiers ou des compétences qui seraient particulièrement transformées? Oui, alors, c'est ce que j'allais dire et c'est bien que tu le formules comme ça parce qu'il y a des métiers en danger, mais comme il y en a toujours eu avec les évolutions techniques, mais c'est surtout, on voit une transformation des métiers. Aujourd'hui, une assistante de direction, par exemple, elle va avoir un outil qui va lui permettre de faire des comptes rendus, des mails, des choses comme ça, de manière beaucoup plus rapide. Donc son métier va être transformé parce qu'en fait, ces tâches-là sur lesquelles sa valeur ajoutée n'est peut-être pas très grande, vont aller beaucoup plus vite et elle va pouvoir avoir du temps à consacrer à d'autres tâches où elle a une vraie valeur ajoutée par contre dessus. Donc elle, son métier va être transformé et elle va pouvoir faire d'autres choses. Par contre, il y a des métiers qui sont vraiment impactés et un peu considérés comme en danger, c'est tous les métiers qui produisez ce que l'IA produit aujourd'hui. Notamment, on peut parler de design, on peut parler de traduction, on peut parler de tout ce qui est lié à la communication de manière générale. Tout à l'heure, je disais, une entreprise, elle n'a peut-être pas les moyens de se payer une agence de com pour gérer sa communication sur les réseaux sociaux. Ouais, mais en plus, maintenant, aujourd'hui, il y a un outil qui le fait quasiment gratuitement. Donc, pourquoi une entreprise va dépenser plusieurs centaines d'euros par mois pour une agence de com si elle peut le faire pour 30 euros elle-même? Et c'est là où c'est dangereux, mais il y a quand même des solutions. Ces entreprises-là, il faut qu'elles arrivent à se démarquer en mettant en avant l'humain. En fait, la seule voie de sortie, c'est par le haut. C'est de dire, ok, vous pouvez utiliser ChatGPT, mais nous, on est capable de faire mieux que ce que fait ChatGPT. Ça va vous coûter plus cher, mais vous allez en avoir pour votre argent. Donc, les métiers en eux-mêmes ne vont pas vraiment disparaître. Par contre, c'est les gens qui faisaient mal ces métiers-là qui sont en danger, effectivement. Mais est-ce que tu ne crois pas que économiquement, en ce moment-là, je ne sais pas ce que sera demain, mais en ce moment, le critère économique va quand même primer. Et est-ce que tu ne ressens pas déjà qu'on va plutôt choisir le critère économique que le critère qualité? Ouais, malheureusement, c'est sûr. Enfin, moi, je le vois, même si cette année, je trouve que ça va un peu mieux, mais on est dans un contexte économique compliqué pour les entreprises locales. Et qui vraiment regardent à l'euro près leurs dépenses, etc. et qui n'hésitent pas à couper dans les budgets sur certaines dépenses.
Et malheureusement, je pense que tu as raison. Et c'est pour ça que tout à l'heure, tu disais, on voit de plus en plus de communication, d'affiches sur les réseaux sociaux, etc., qui sont toutes similaires, parce qu'elles sont faites par l'IA, parce que les gens maintenant n'ont plus de scrupules à utiliser ChatGPT. Il faut se rappeler, il y a 1 an et demi, 2 ans, oula, il ne faut surtout pas utiliser ChatGPT, vous n'avez pas honte de l'utiliser, etc. Maintenant, c'est complètement démocratisé. Donc, on voit que les entreprises déjà acceptent d'utiliser cet outil. Et parce qu'elles ont des contraintes budgétaires, effectivement, elles vont aller peut-être un peu plus sur ce genre de solution que de prendre des professionnels qui leur coûteraient plus cher. Est-ce qu'il y aurait, moi je suis très chauvin, hein, est-ce qu'il y aurait une signature intelligence artificielle en Dordogne? Est-ce que la Dordogne pourrait s'emparer de l'intelligence artificielle pour un objectif en particulier lié à son histoire, à son territoire, à ses entreprises, à ses habitants? C'est un art. D'un point de vue entreprise, alors l'avantage de l'IA, c'est que ça reste de l'informatique, donc vous pouvez bosser de n'importe où du moment que vous avez un accès à Internet. Voilà. Et d'ailleurs, on a pas mal d'entreprises qui s'installent en Dordogne, des développeurs et tout ça. Parce qu'ils disent, ça nous coûte beaucoup moins cher en loyer et en salaire, et on est à 1 heure de Bordeaux si on a besoin pour faire des rendez-vous économiques, donc ils peuvent s'installer en Dordogne. Par rapport à l'IA et l'histoire, on va dire, et les spécificités du département, on a des projets sur lesquels on commence à travailler autour de l'utilisation de l'IA dans un domaine, disons, lié au tourisme ou à la culture. Par exemple, on a des projets autour de se dire, tiens, et si demain, on allait plus loin dans l'immersion quand tu visites Lascaux, mettons, ou une grotte ou un site historique, et que au lieu d'avoir juste un audio guide standard qui te raconte le même message en boucle, on pourrait tout à fait imaginer un assistant IA qui va te raconter cette histoire, mais qui est capable aussi de répondre à tes questions. Ou tu visites une salle d'un château, tu dis tiens, mais là, c'est quoi cette tapisserie à cet endroit-là? L'assistant IA, lui, est capable de te répondre, chose qu'un audio guide aujourd'hui ne le fera pas. Donc il y a des solutions comme ça où l'IA va pouvoir être utilisée pour aller encore plus loin dans l'expérience offerte pour les gens qui visitent la Dordogne notamment. Et là, typiquement, pour cet exemple, c'est une expertise de ta part qui sent cet axe de développement, ou bien c'est les entreprises de tourisme qui t'ont sollicité parce qu'elles pensent qu'elles arrivent au bout d'un cycle et elles veulent se renouveler? Il y a un peu les deux. Moi, je ne vais pas leur apprendre leur métier. Une société qui gère des sites touristiques, ils savent bien mieux que moi les besoins qu'ils peuvent avoir, leurs attentes. Par contre, là où moi, je vais apporter quelque chose, c'est un regard extérieur. Et je vais peut-être un peu leur challenger sur leurs convictions. Parce qu'ils vont se dire, oui, mais non, on fait comme ça parce qu'on a toujours fait comme ça et que ça marche bien. Oui, mais si vous faisiez comme ça et si demain, vous avez un outil qui vous permet en plus de le faire, est-ce que ça ne serait pas plus intéressant? Et c'est là, moi, ce que j'apporte vraiment aux entreprises, déjà, parce que, je ne l'ai pas précisé, mais toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, on commence toujours par un audit. Quelle est votre situation? Quels sont vos freins? Quels sont vos besoins aujourd'hui liés au numérique? Et on travaille à partir de là. Et c'est là où on est capable de dire, que ce soit un office du tourisme, une entreprise de gestion pour un site touristique ou autre, ou n'importe quel type d'entreprise, aujourd'hui, vous faites comme ça, mais il existe des outils qui vous permettraient de faire autrement et qui vous permettraient de gagner en efficacité, en productivité. Elle démarre comment, cette relation avec les entreprises? C'est toi qui les démarches ou c'est elles qui vous sollicitent parce qu'elles savent que c'est le moment? On a un peu les deux. On a des entreprises qui sont assez conscientes du sujet, qui se disent voilà, ça fait 1 an, je regarde, j'ai des problèmes autour de ça, je voulais pas y aller avant, mais maintenant j'y vais. Et qui, comme on a un peu de visibilité là depuis 2 ans, ils nous sollicitent directement parce qu'ils nous connaissent, ils ont entendu parler de nous. Mais on a aussi, et c'est assez récent, depuis 3 mois, on a un directeur commercial dont c'est le rôle justement d'aller rencontrer ces entreprises pour leur expliquer notre rôle, notre mission, ce qu'on peut leur apporter. Et d'ailleurs, je suis très content qu'il soit là parce que depuis 3 mois, on a multiplié les contacts grâce à ça, effectivement. On est comme sur un territoire où il faut être présent sur le terrain et il faut aller au contact des entreprises. Donc voilà, c'est bien de le faire. Donc finalement, est-ce que tu accompagnes ou est-ce que tu dois convaincre? Ou est-ce que c'est les deux, finalement, la mission de la Digital Valley? Un peu les deux. J'adorerais que les gens fassent la queue devant mon bureau pour que je peux les accompagner. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Même si on est une association à but non lucratif, nos prestations sont quand même facturées aux entreprises. Et tout à l'heure, on parlait de budget. Même si on va être sur des tarifs qu'on espère, en tout cas raisonnables, même pour certaines entreprises, ça va peut-être être un peu trop. Donc, ils hésitent peut-être à venir nous voir. Donc, on a aussi besoin de les convaincre. Et c'est pour ça aussi qu'on commence par cette phase d'audit, parce qu'on est capable de leur dire, vous voyez, on est capable de mettre les doigts sur les points qui vous font mal, sur les sujets qui aujourd'hui sont vraiment des irritants pour vous, et on est capable de vous proposer des solutions en face pour justement les enlever et vous travailler de manière plus sereine.
Parce que nous, il y a un truc qui est important aussi, c'est qu'on est une structure qui met en avant vraiment la neutralité. Quand on va proposer une solution à une entreprise, c'est parce qu'on est persuadé que ce sera la meilleure solution pour cette entreprise, pas parce qu'on a une relation économique avec l'éditeur ou le prestataire. Donc ça, c'est aussi important pour les entreprises. Si on oublie le critère économique, on ne peut pas l'oublier, mais faisons comme si. C'est quoi le principal frein aujourd'hui pour les entreprises ? Le temps. Un patron d'entreprise... Alors que pourtant, toi, tu veux leur en faire gagner avec ces outils-là. Oui, mais des fois, pour gagner du temps, il faut investir du temps. Voilà, parce que moi, quand je lui dis, on commence par un audit. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on passe 2 heures ensemble où vous allez m'expliquer comment vous travaillez tous vos outils en place. Déjà, ça veut dire qu'il faut qu'il prenne 2 heures sur sa journée. Et puis, moi, je peux faire beaucoup de choses par moi-même. Et effectivement, je vais leur libérer de ce temps-là. Mais j'ai quand même besoin de passer du temps avec eux pour qu'ils puissent avancer. Donc, c'est comme on dit, il faut investir de l'argent pour gagner de l'argent. Des fois, il faut investir du temps pour aussi en gagner. Je reviens sur un point qu'on a évoqué un peu tout à l'heure sur la sécurité. Avec ces données alors on parle du cloud, on parle de toutes ces données un peu nébuleuses. Quelle approche tu as, toi, par rapport à ça ? Alors, le sujet va même au-delà, parce que dans les points faibles, les points négatifs, les points les plus critiqués sur l'intelligence artificielle, il y a aussi la notion environnementale et de la consommation, notamment en eau, pour les serveurs qui tournent pour que ChatGPT et consorts fonctionnent. Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça ? Est-ce que tu as des entreprises qui s'interrogent là-dessus, ou est-ce que toi, tu as déjà une position sur le sujet ? Sur la partie environnementale, en fait, il faut se dire qu'on est sur une technologie très jeune qui est consciente de ses limites et de ses impacts environnementaux, qui, même s'il y a une logique économique derrière, c'est très bien qu'ils ne peuvent pas continuer à évoluer comme ils l'ont fait depuis 2 ou 3 ans. Donc, ils sont déjà dans une logique de réduction de la consommation d'énergie, réduction de la consommation d'eau, etc. C'est pas parfait, loin de là, mais au moins ils en sont conscients et c'est déjà une bonne chose. On parle de qui, là, quand tu dis « ils » ? Tous, que ce soit tous les gros, honnêtement. Que ce soit Anthropic, OpenAI, Google, ils savent très bien qu'ils vont pas pouvoir consommer de manière illimitée. Moi, ce que je dis aux entreprises, c'est leur dire, c'est bien d'utiliser l'IA, mais à un moment, il faut aussi l'utiliser de manière raisonnable et raisonnée. C'est-à-dire, demain, je vais envoyer un mail juste pour dire merci à quelqu'un que je vois tous les jours. J'ai peut-être pas besoin que ChatGPT m'écrive le mail pour dire merci. Par contre, j'ai besoin d'écrire un mail un peu sensible à un client avec qui j'ai une relation tendue, sur lequel il y a beaucoup de sujets à aborder. Là, ChatGPT peut m'aider. Donc voilà, il ne faut pas que ça tombe dans du tout ou rien. C'est pas automatiquement j'utilise de l'IA pour tout faire ou je l'utilise pas du tout. Il faut l'utiliser de manière consciente et raisonnable. Voilà. Comme pour tous les sujets, le poison est dans la dose. Exactement. On met le curseur au bon endroit. C'est ça. En conclusion de tout ça, au sujet de l'intelligence artificielle, est-ce que tu penses qu'en Dordogne, cette intelligence artificielle, elle est simplement une technologie de plus, ou alors elle est un vrai levier pour redonner une certaine forme de puissance, pour employer les grands mots, aux entreprises ? Les deux. En fait, on est sur une révolution même technologique du niveau de l'arrivée d'Internet. Donc, on est sur les premières années. Donc, forcément, les entreprises qui vont y aller dessus vont prendre une certaine avance, vont être capables de se démarquer, peut-être faire plus, etc. Donc, il y a ce côté, c'est un levier de gain, de croissance et ainsi de suite. Mais d'ici 1 an ou 2, ça sera partout. Donc, ça sera juste une technologie qu'il faudra avoir intégrée dans son entreprise. Aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise qui bosse sans mail. Ça n'existe plus. Je suis convaincu que d'ici 4 ans, 5 ans, il n'y aura pas d'entreprise qui n'aura pas de l'IA dans ses outils. Pas forcément de manière aussi visible qu'un compte ChatGPT ou Claude ou autre, mais dans leur outil de gestion d'entreprise, dans leur CRM, dans leur outil de suivi de commandes, etc. Il y aura de l'IA dedans et ça leur permettra de travailler de manière plus efficace. Guillaume, je te remercie pour cette présentation qui, elle, n'avait rien d'artificiel. L'intelligence artificielle ne nous dispense finalement de rien. Ni d'apprendre, ni de réfléchir, ni de choisir. Elle peut nous faire gagner du temps, nous donner accès à des compétences que nous n'avons pas, peut-être même nous permettre de faire des choses que nous pensions jusque-là hors de portée, mais elle ne décide pas à notre place de ce que nous voulons en faire. Car un outil, aussi puissant soit-il, doit rester un outil. Et comme tous les outils puissants, il a un coût. Un coût humain, pour certains métiers qui vont devoir se transformer. Un coût démocratique si l'on cesse de vérifier, de comprendre, de douter.
Et un coût écologique aussi parce que derrière le nuage, il y a des serveurs, de l'énergie, de l'eau, des infrastructures bien réelles. Alors peut-être que l'enjeu, ici, en Dordogne comme ailleurs, n'est pas de prendre le train de l'intelligence artificielle simplement parce qu'il passe. Il faut savoir pourquoi on monte dedans, ce qu'on accepte de lui confier, ce qu'on refuse de lui abandonner, et surtout, où l'on veut aller. Parce qu'au fond, ce qu'on espère de l'avenir, c'est que lui ne sera pas artificiel. Ce sont encore nos choix qui le construisent. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode, mais d'ici là, toutes les bonnes choses ont une fin, même un début à tout.